Sud, on sait maintenant que beaucoup d'oiseaux et d'insectes se guident à partir de la Voie lactée, pas chez nous parce qu'on ne la voit pas. Chez les Indiens d'Amérique, les étoiles de la Voie lactée sont les feux de camp vers le paradis, et dans d'autres civilisations, ce sont le chemin des âmes des ancêtres. Donc la Voie lactée représente l'équivalent nocturne de l'arc-en-ciel qui faisait le lien autrefois, et peut-être même toujours maintenant, entre le monde terrestre et le monde divin. Et donc, il y a beaucoup de pèlerinages terrestres qui servent de guide pour les pèlerins. Par exemple, notamment pour aller à la Mecque, pour aller à Rome en Italie, en Suisse, etc. Alors vous voyez ici les oies sauvages qui se guident par rapport à la Voie lactée. Il y a 24 siècles, Démocrite, qui était un philosophe grec, pour les gens qui ont fait pas mal de physique, Démocrite était l'inventeur de l'atome. Il y a 24 siècles, voici ce qu'il racontait. Les mondes existent dans le vide et sont en nombre infini, de différentes grandeurs et disposés de différentes manières dans l'espace. Ils sont plus ou moins rapprochés, et dans certains endroits, il y a plus ou moins de mondes. Certains de ces univers sont entièrement identiques. Ces univers sont engendrés et périssables, certains sont dans des phases d'accroissement, d'autres disparaissent, ou bien encore, ils entrent en collision les uns avec les autres et se détruisent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a à peu près tout le programme de l'astronomie moderne. Évidemment, ce monsieur, comme il ne croyait qu'en lui-même et qu'en ce qu'il voyait, a été plus ou moins éteint par ses successeurs, et notamment par Platon et Aristote. Alors il a donc fallu des siècles pour que nous prenions conscience qu'il se passait quelque chose au-dessus de nous qui était matérialisé par la Voie lactée. Mais on ne pouvait rien faire tant que nous n'avions pas les outils nécessaires. Alors régulièrement, on raconte encore que c'était, bon, pourquoi pas la nommer, l'Église qui bloquait tout. Ce n'était pas l'Église qui bloquait tout, c'était l'optique qui bloquait tout. Et on voit qu'après, lorsqu'on a eu des instruments, on voit ici un très vieux télescope. Autrefois, les vieux télescopes avaient une barre ici où l'astronome se tenait, parce que quand il fait tout noir, on ne sait plus trop où elle habite. Et de peur de se casser la figure, il fallait se guider comme ça. Alors il y a eu la délivrance en 1610 avec la lunette de Galilée, dont voici ici un exemplaire. Et en 1610, Galilée, qui était myope et qui était également professeur à l'université de Pise, il enseignait tout, mais surtout la physique, les sciences naturelles, les mathématiques, physique, ça vient du grec physis, qui veut dire étude de la nature, et comme il était myope et qu'il ne voyait rien, ses élèves lui ont dit qu'il y avait des gens dans le nord de l'Europe qui fabriquaient des lunettes, comme on en voit en bas, et également des choses assez particulières, c'est-à-dire des morceaux de lunettes qu'on mettait dans des tubes qui permettaient de voir loin et qui servaient notamment aux militaires. Donc, Galilée a publié pour le premier vrai livre scientifique en 1610, voici la date ici, et c'est lui qui a découvert pour la première fois que la Voie lactée, ce n'était pas quelque chose de blanc qui servait d'échelle pour grimper au paradis, mais qui était constitué d'une multitude d'étoiles. Donc il l'a dessiné, ce sont des véritables étoiles par l'observation. Vous voyez ici la constellation des Pléiades, vous voyez là, dans le premier cercle, c'est le premier qui a prononcé le mot Voie lactée, lactéi, et c'est le premier qui a utilisé le mot galaxie, galaxie qui est le terme grec qui vient de galac, qui veut dire lait, et donc c'était bien la Voie lactée. Et c'est pas Hubble, comme on a dit, et c'est pas d'autres gens, c'était Galilée. En 1668, Newton a inventé le premier télescope que vous voyez ici, qui est tout petit, il fait à peu près 50 cm de haut. En fait, c'est pas lui qui l'a inventé, mais comme c'est lui qui était le plus célèbre, c'est lui qui a tout récolté, comme ça arrive fréquemment en science. En fait, c'était Kepler qui avait inventé l'objectif, Grégory qui avait imaginé qu'au lieu de mettre des lentilles dans une lunette, on pouvait mettre un miroir, Robert Hooke qui a essayé de le construire, mais c'est Newton qui a trouvé les bons artisans pour polir le miroir.
Alors on peut voir d'ailleurs, il y a Jean-Pierre tout à l'heure qui vous a dit que nous allons retourner au Musée des Sciences à Londres, que l'on voit ici. Il y a une grande vitrine où on voit tous les éléments d'astronomie. Et vous voyez le télescope de Newton qui est tout petit sur la flèche blanche, qui est croisé par la lunette de Galilée. Donc nous vivons sous la Voie lactée, mais nous ne voyons rien parce que lorsque nous commençons à l'observer et à observer le ciel, nous voyons surtout de la poussière. Donc le problème de l'astronome, c'est de voir à travers la poussière. Nous nous trouvons sur un endroit qui est marqué par une croix rouge, ici, que vous voyez, et on voit tout ce qui est derrière nous, mais tout ce qui est devant nous est quasiment masqué par de la poussière, et toute l'astuce consistera à voir, à observer à travers la poussière. Alors, il y a 3 ou 4 ans, une sonde américaine qui s'appelait Stardust a réussi à prendre un peu de cette poussière, et vous voyez la photo d'un grain de poussière qui fait à peu près 10 microns, donc c'est très faible, c'est un dixième de cheveux à peu près. C'est pas la poussière au sens où on l'entend, c'est-à-dire l'érosion de nos meubles ou de ce qu'il y a dans nos appartements ou maisons, mais c'est de la matière éjectée par des étoiles en fin de vie. Nous verrons tout à l'heure que les étoiles ont une vie, ils naissent, ils vivent, et puis après ils explosent. Et tout ceci donne des poussières. La poussière se promène notamment dans le système solaire, vient principalement des comètes et des astéroïdes, c'est-à-dire ces gros cailloux qui peuvent nous bombarder et qui font des étoiles filantes. Et ce sont de la matière qui est composée de glace, de carbone et de petits minéraux de silice. Alors on voit également des poussières et des nuages de gaz. Ces nuages de gaz peuvent contenir de nombreux éléments, et notamment de l'hydrogène et de l'hélium, et ces nuages circulent à très très grande vitesse. Et ces nuages sont très importants parce que c'est dans ces nuages que l'on voit les étoiles naître ou renaître. En voici une, là, que vous voyez en bleu. Nous en verrons d'autres tout à l'heure. Alors le problème principal, c'est de savoir comment étudier l'extérieur d'une bulle alors que nous y sommes à l'intérieur. Alors pour ça, il y a quelques éléments que tout le monde doit connaître. On va parler pas mal de galaxies. Alors une galaxie, c'est un ensemble de nuages de gaz, ce dont je parlais tout à l'heure, d'étoiles, de cendres, parce qu'il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup de choses qui brûlent, de débris, c'est-à-dire de la résultante d'explosions, justement, tournant autour de quelque chose qu'on appelle un bulbe, parce qu'on n'a pas trouvé un meilleur nom, avec en son centre un énorme trou noir qui a été découvert assez récemment, et notamment a participé à ces découvertes la dame que nous avions invitée précédemment au mois d'octobre ou novembre, qui s'appelait Suzy Collinzan. Donc la Voie lactée, c'est une galaxie, c'est la galaxie où nous habitons. Et on revoit ici une espèce de Voie lactée par la tranche qui représente des poussières. Alors, on ne se rend pas bien compte de la grandeur de notre galaxie. Alors pour cela, imaginons l'échelle suivante. Si 1 millimètre représente 1 milliard de kilomètres, c'est énorme ça, le système solaire tient dans une pièce de 1 centime d'euro. J'ai toujours une pièce de 1 centime d'euro sur moi. Voilà le système solaire. La galaxie est aussi grande que le fait d'aligner des pièces de 1 centime d'euro de Dunkerque jusqu'à Perpignan. Sachant que ça fait 12 milliards de kilomètres. C'est vous dire, c'est évidemment une dimension astronomique, mais c'est quelque chose de quasiment inimaginable. Alors, pour bien comprendre tout ce que nous allons dire, parce qu'il se trouve que c'est en ce moment même que l'on découvre le plus de choses dans l'univers et singulièrement dans la Voie lactée, il y a eu des gens auparavant qui ont quand même trouvé un certain nombre de choses pour aider. Et on repart au Vatican, je me rappelle que c'est un peu à la mode en ce moment. Il y a une personne dont personne ne parle, qui s'appelle Angelo Secchi, qui était un prêtre, évidemment, un jésuite aussi, et qui était astronome. Et c'est lui qui a eu l'idée, le premier, de classer les étoiles par leur spectre, c'est-à-dire l'analyse de leur lumière et de leur température.
Et cette classification a servi à tous les astronomes et on s'en sert encore aujourd'hui. Et notamment, il s'est servi également de la décomposition de la lumière pour en déduire la nature des éléments qui se trouvaient dans les étoiles ou dans les objets que l'on mesure. Hein, vous avez ici une nébuleuse et vous voyez qu'avec son spectre, on sait qu'il y a de l'hélium, de l'arsenic, du fer, du nickel et tout ce qu'on voit. Donc, c'est ce brave prêtre qui a initié la chimie de l'univers. Une autre personne à l'observatoire de Lowell, vous connaissez bien notre ami Robert, dont on parle très peu également, qui s'appelait Vesto Slipher, qui lui s'est aperçu que dans ces analyses de lumière qu'on appelle des spectres, il y avait des sortes de barres comme des codes-barres, et que plus l'objet que l'on observait était éloigné, plus ces barres s'éloignaient et s'éloignaient vers